Il est 22 heures et nous sommes le mercredi 10 septembre 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Voici donc les titres qui vont dominer cette actualité. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a regagné la capitale à l'issue d'une double mission en Éthiopie. Également dans l'actualité de ce 22h, cette cérémonie officielle de l'inauguration du grand barrage où le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a participé à Addis Abeba. Dans l'actualité internationale, condamnation des pays arabes et au niveau international contre l'attaque de l'armée sioniste au Qatar qui est une violation de la souveraineté de ce pays. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Passons au développement avec cette image où le président de la République a regagné aujourd'hui, en début d'après-midi, le pays à l'issue d'une double émission en Éthiopie. Le président Guelleh donc était en Éthiopie où il a participé au deuxième sommet africain sur le climat et a pris part également à la cérémonie d'inauguration officielle du grand barrage de la Renaissance d'Éthiopie. Infrastructure hydroélectrique. Le président Guelleh, au deuxième sommet africain sur le climat, a essentiellement été marqué par son allocution qu'il fit à la tribune de cet événement. Il avait dans cette intervention décliné les grandes lignes d'un processus susceptible d'aider l'Afrique et atténuer la portée des conséquences hautement dommageables du phénomène de réchauffement climatique. Et bien, comme à son habitude, le président Guelleh avait, dans le cadre de ce déplacement en Éthiopie, pris part donc à l'inauguration du grand barrage de la Renaissance de l'Éthiopie, immense infrastructure hydroélectrique. Eh bien, on revient sur cette information à Addis Abeba, où le président de la République a pris part à l'inauguration officielle du grand barrage de la Renaissance. C'était dans la région éthiopienne de Benishangul. Benishangul, donc à l'inauguration officielle de ce grand barrage, un nombre important de premier rang, un nombre important d'officiels de premier rang, dans de chefs d'État et de gouvernement des pays africains ainsi que des principaux responsables de l'Union africaine ont pris part à cette inauguration. Outre le chef de l'État, le Premier ministre, le président kényan, le président de la Somalie, eh bien, la plaque d'inauguration a été faite par les deux chefs d'État, en l'occurrence le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et son homologue du Kenya, William Ruto. On reste toujours donc à Addis Abeba pour vous faire part de cette infrastructure du barrage de la Renaissance. Eh bien, il a été bâti sur 15 années avec un coût évalué à environ 4 milliards de dollars. Un potentiel donc immédiat à mettre fin aux disparités énergétiques caractérisant jusqu'alors l'Éthiopie. Ce barrage a pour vocation de doter ce pays d'une source nouvelle de revenus et de recettes. Le barrage de la Renaissance est appelé donc à générer environ 1 milliard de dollars de bénéfices par an. C'est ce qu'a précisé le Premier ministre Abiy Ahmed, qui s'est réjoui également du fait que ce dispositif nouveau connecte son pays à la perspective de commercialiser et d'exporter de l'électricité dans les États de la région. Ce méga barrage qui ambitionne de répondre aux besoins énergétiques d'une population de 130 millions d'habitants, dont la moitié donc n'avait pas accès à l'électricité. Le président de la République donc a visité cette structure aux côtés des chefs d'État des pays limitrophes. Le grand barrage compte 16 turbines d'une capacité totale de plus de 5000 MW. Un dispositif impressionnant, 1,8 km de large et de 145 mètres de haut. Eh bien, en image, lors de l'inauguration, le président de la République qui assistait à l'ouverture de ce grand barrage de la Renaissance était hier à Benishangul. Ce méga barrage inauguré par la présence d'un parterre des chefs d'État des pays limitrophes, en l'occurrence le président de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, le président kényan, William Ruto, le président du Sud-Soudan, Salva Kiir, et le président de la Commission de l'Union africaine, M. Mahmoud Ali Youssouf.
dubita umalanqaba siade inafi malo benu 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 sasai 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 sherri 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 ki ebrasha sherri. Addis Abeba vibrait au rythme de l'inauguration, une fête, un moment historique pour ce pays, frères et amis. Les Éthiopiens de tous les pays sont descendus donc dans la rue pour célébrer l'inauguration historique du grand barrage de la Renaissance. L'on note que le lac artificiel où ce barrage est érigé peut stocker jusqu'à 74 milliards de mètres cubes d'eau et peut produire l'équivalent de 5000 MW d'électricité, équivalent donc à 6 centrales nucléaires selon des experts. Place maintenant aux séries des discours. En premier, le Premier ministre Abiy Ahmed. Il a donc rendu hommage à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce grand projet. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a donc indiqué que le responsable et le chef de projet ont une place particulière pour chaque Éthiopien. Je pense également à toute l'Éthiopie, a-t-il martelé, ceux qui sont au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, mais aussi à travers le monde, ainsi que tous les amis de l'Éthiopie qui sont à l'étranger. Le Premier ministre éthiopien a exprimé toute sa gratitude à l'égard des chefs d'État des pays limitrophes présents à l'inauguration de cet événement qu'est le grand barrage de la Renaissance d'Éthiopie. Et pour sa part, le président de la République, Ismaël Marguerite, a également livré une réaction à la presse empreinte de gravité et d'enthousiasme. Le président de la République a indiqué que la réalisation de ce barrage relève d'un événement historique. Cet ouvrage monumental constitue une immense fierté pour la nation sœur éthiopienne, a-t-il affirmé. Aujourd'hui est un jour historique. Ce projet conquit l'admiration du monde entier. Il ne bénéficie pas seulement à l'Éthiopie, mais à l'ensemble de l'Afrique, a-t-il ainsi martelé, car il symbolise la capacité de notre continent à relever ses propres défis. Le chef de l'État, lors de cet événement, a conclu ses propos que nous nous réjouissons de constater l'œuvre remarquable réalisée par des ingénieurs éthiopiens ainsi que des experts éthiopiens. Leur savoir-faire et leur détermination sont une source de fierté pour l'Afrique tout entière. Fin de citation. Prenant la parole également, le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, installé donc à Addis Abeba, a également pris la parole. Monsieur Mahmoud Ali Youssouf a indiqué que l'inauguration du barrage de la Renaissance restera gravée dans les mémoires des générations à venir. La conception de ce projet, sa construction est aujourd'hui, son inauguration en nécessité des décennies de travail acharné, de dévouement et d'un leadership visionnaire. Il est bien connu que son objectif principal est de produire de l'énergie verte allant jusqu'à 5000 MW, a-t-il indiqué. Le peuple éthiopien et les pays voisins bénéficieront assurément d'une source abondante d'électricité, a ainsi martelé M. Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine qui a son siège à Addis Abeba. La République de Djibouti exprime donc sa condamnation et condamne avec la plus grande fermeté l'attaque aérienne perpétrée par Israël à l'encontre de l'État frère du Qatar en violation manifeste du droit international, de la Charte des Nations Unies et de la souveraineté du Qatar. Cet acte odieux et sans précédent représente une escalade particulièrement grave, porteuse de menaces directes pour la paix et la stabilité régionale, affirme ce communiqué
que la République de Djibouti exprime sa pleine solidarité avec le gouvernement et le peuple frère qatari et appelle la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité, à assumer ses responsabilités afin de mettre un terme à ces violations et de prévenir toute escalade supplémentaire. Les pays arabes ont également condamné cette attaque, l'attaque israélienne ayant visé hier des résidences des dirigeants du mouvement de résistance palestinienne, le Hamas, à Doha, capitale du Qatar, a suscité une vague d'indignation et de condamnation des pays arabes et internationaux. L'Arabie saoudite a affirmé à travers un appel téléphonique du prince héritier Mohammed Ben Salman à l'émir du Qatar, Cheikh Tamim, son soutien total à Doha et sa volonté de mettre toutes ses capacités à sa disposition. Le roi de la Jordanie a également réitéré lors d'un appel similaire que la sécurité du Qatar fait partie intégrante de la sécurité de la Jordanie. Fin de citation. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cette visite officielle du ministre du Travail de Djibouti au Qatar. Eh bien, M. Omar Abdi Saïd, ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, effectue une visite de travail à Doha, du 6 au 11 septembre, à la tête d'une importante délégation composée de hauts responsables de son département. Hier, il était accompagné de ses proches collaborateurs ainsi que de l'ambassadeur. Le ministre a été reçu par Dr Ali Ben Saïd Ben Samih Al-Mahdi, ministre du Travail de l'État du Qatar. Au cours de cette audience, les deux parties ont procédé à un large échange de vues sur les relations de coopération dans le domaine du travail, de l'emploi et de la migration professionnelle. Le deuxième jour, la délégation djiboutienne a eu une réunion de travail approfondie avec les experts et techniciens du ministère du Travail qatari. La rencontre technique a permis d'examiner les opportunités de coopération bilatérale dans le domaine de la migration de main-d'œuvre ainsi que les mécanismes de protection. Dans la journée d'aujourd'hui, la délégation a eu également une importante réunion avec le vice-président Ibrahim Abdullah Moula de la société Qatar Manpower, installé au Qatar. Les échanges ont porté sur les modalités de partenariat et les perspectives de collaboration pour faciliter l'acheminement et l'intégration des travailleurs djiboutiens au Qatar. Le ministre a également effectué une visite à la Cité des travailleurs afin d'évaluer les conditions d'hébergement de vie des employés étrangers, où il a pu échanger avec les responsables sur les mesures mises en place en matière de sécurité. Cette mission du ministre illustre l'engagement des deux pays à renforcer leur partenariat stratégique dans un esprit de solidarité et de respect mutuel en faveur d'un travail décent. Elle traduit également la volonté du gouvernement djiboutien, sous la conduite du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, de promouvoir la mobilité professionnelle et d'ouvrir des nouvelles perspectives pour l'intégration des travailleurs djiboutiens sur le marché international. Autre mission, cette fois-ci du ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdelkader Moussa Hellem. Ce dernier a partagé l'expérience pionnière de l'initiative Carbone Sovereign de Djibouti lors de l'entrevue bilatérale organisée dans le cadre du sommet africain sur le climat qui s'est tenu à Addis Abeba. Le ministre a présenté à ses homologues africains l'expérience de Djibouti dans la mise en œuvre de la première initiative Carbone Souverain du continent. Le ministre relaie le message du chef de l'État dans son discours prononcé lors de la session inaugurale, qui a appelé à un véritable changement de paradigme et à se tourner vers un modèle de développement alternatif inscrit dans la transition énergétique au cœur des priorités. L'actualité de ce 22h, où l'école de management de Djibouti, l'EMD, qui a organisé sa deuxième édition et son salon d'orientation universitaire en faveur des étudiants et des bacheliers de cette année 2025. C'était ce matin dans l'enceinte de cette école de management où s'est tenue cette deuxième édition du salon d'orientation, un événement qui est destiné aux étudiants ainsi qu'aux nouveaux bacheliers de cette année. Une rencontre empreinte de respect où un large public composé d'élèves, d'enseignants ainsi que des parents, des représentants des institutions et d'enseignement supérieur ont pris part. Ce salon s'est voulu à la fois journée portée ouverte et espace d'échange dans le monde académique et le monde professionnel. Plus de 12 entreprises privées, établissements bancaires et grandes institutions publiques et privées ont répondu à l'invitation. Elles ont tenu des stands d'information offrant aux étudiants des explications détaillées sur leur mission, les opportunités de stage, d'emploi ou de collaboration
ainsi que les compétences recherchées dans le monde du travail. Aujourd'hui, donc, nous avons lancé notre ouverture du 10e édition de notre salon. Donc, j'aimerais bien commencer la part de ma parole par tout d'abord rendre grâce à Allah. Sans la volonté et sa bénédiction, cet événement n'aurait jamais pu être donc réalisable. Et j'en profite également donc à remercier la direction générale de l'EMD ainsi qu'au corps professoral et administratif donc pour leur travail remarquable, pour la rigueur. Et voilà, donc l'événement s'est produit donc avec un grand succès. Et je vais donc par la même occasion féliciter nos partenaires et leur remercier aussi donc d'avoir répondu à l'appel. Et voilà, donc l'événement s'est produit de manière donc comme a été donc souhaité. L'objectif en fait de ces salons, c'était non seulement comment dirais-je, faire découvrir les étudiants ces complexes universitaires internationaux, mais aussi on voulait que nos étudiants potentiels ou nos étudiants actuels puissent en fait se familiariser avec le monde professionnel. Donc nous avons pu inviter une douzaine de stands, une douzaine d'entreprises, et voilà, donc ils ont profité à échanger avec eux, à créer un réseautage. Et donc concernant moi personnellement, en tant qu'un enseignant, c'était donc un salon très enrichissant, du côté donc information et du côté donc acquis et connaissances. Et pour sa part, la directrice administrative de cette enceinte a souligné l'importance d'une telle initiative. Écoutons. Accueilli également plus de 200 étudiants, machallah, qui sont là. Ce sont les potentiels et les nouveaux inscrits qui viennent de s'inscrire cette année, en première année. Et nous sommes très fiers, machallah, de l'équipe administrative qui ont fait un très bon travail, qu'ils ont bien accueilli ces étudiants et qu'ils ont réussi à faire inscrire ce nombre d'étudiants, machallah, pour cette année. Et ça fait plaisir d'accueillir tous ces gens. Et on vous souhaite le bienvenu. Vous pouvez passer. Nous serons là, Inch'Allah, ce mercredi après-midi également. Nous allons continuer. Et le jeudi, Inch'Allah aussi, jusqu'à midi, on sera là. Donc vous pouvez passer pour faire une visite et voir nos différents stands, les différentes entreprises qui sont présentes également. Dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande, la brigade de la douane d'Ali Sabieh, en collaboration avec les éléments de la police de détachement d'Ali Sabieh et de l'armée, ont intercepté à proximité d'Ali Sabieh une importante quantité de marchandises de contrebande. La marchandise saisie à cette occasion, dont le poids total est estimé à 2500 kg de 4, les contrebandiers voulaient acheminer donc à la capitale selon la procédure standard en vigueur. Eh bien, cette quantité a été détruite sur place. Et toujours dans les efforts de lutte contre la contrebande, l'opération menée par les éléments a permis également d'intercepter donc des cartons de cigarettes de marque Benson et de Royal. Les autorités ont salué cette nouvelle collaboration exemplaire entre les forces de sécurité et les éléments de la douane. En nouvelle donc régionale, cette fois avec l'illustration au Kenya du tourisme qui donc se redynamise. Le Conseil du tourisme du Kenya a annoncé un partenariat avec Visa, renforçant les dépenses touristiques tant aux visiteurs internationaux que des voyageurs locaux. Eh bien, l'Europe propose également de suspendre la coopération avec Israël et les Pays-Bas interdisent l'entrée de Ben Gvir.
La présidente de la Commission de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que la Commission proposerait d'imposer des sanctions contre des ministres extrémistes en Israël. Voilà donc pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.